Moi, je n'ai pas de retour. Ah voilà, super. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est parti donc pour cette table ronde sur ces projets qui racontent demain. Alors je vous avoue que quand on a commencé à travailler sur la question, quand j'ai vu la diversité des projets qu'il pouvait y avoir et puis les thématiques différentes qu'on allait devoir aborder dans cette table ronde, j'ai pris un peu peur parce que je me suis dit, bon, il va falloir qu'on arrive à, à trouver une ligne directrice à tout ça. Et en fait, ça fait assez sens. Pour vous expliquer un peu, donc on va avoir trois projets, trois entrepreneurs qui viennent présenter leurs projets. C'est des projets qui sont assez émergents et qui viennent effectivement raconter un petit peu l'économie de demain, qui viennent donner peut-être des signaux faibles sur ce que pourrait être l'économie de demain. Donc on s'interrogera avec eux sur les tenants et les aboutissants de leur croissance et puis sur les difficultés qu'ils rencontrent. Et puis pour donner un peu de perspective, on a deux acteurs majeurs de l'énergie en France et en Europe, je pense qu'on peut le dire aussi, qui vont pouvoir nous expliquer. Bon, je pense qu'on sait tous que l'énergie ces derniers temps a subi pas mal de mutations, qu'elle a été confrontée à des fluctuations ou en tout cas des épreuves. Donc ce sera intéressant de voir aussi comment ces acteurs-là s'adaptent. Je vais présenter rapidement donc, nos intervenants. Tout de suite à ma gauche, j'ai Agnès Bastide, qui est présidente et cofondatrice de Sirius Neosite. Donc Sirius Neosite, c'est une biotech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Une biotech qui est là pour qui travaille sur les détections du cancer. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis CEO de la société Sirius Neosite. Sirius, on appelle une tech bio. On va essayer de simplifier. Donc nous, notre ambition, c'est de pouvoir apporter une thérapie ciblée à chaque patient, efficace du premier coup. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi révolutionnaire, votre technologie? Pourquoi elle est révolutionnaire? Parce qu'aujourd'hui, on répond à un besoin qui n'est pas satisfait dans le parcours de soins du patient. Et effectivement, les patients atteints de cancer, c'est de pouvoir tout de suite après le premier diagnostic du patient, pouvoir mettre le patient sous la bonne thérapie qui lui correspond. C'est pour ça qu'on appelle ça une thérapie ciblée. Et de pouvoir gagner du temps finalement contre cette course contre la montre qui est le développement du cancer. Et vous m'expliquiez aussi en préparation que vous êtes capable de détecter des cancers très très en amont par rapport aux technologies qui existent aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors après, ça, c'est pas l'objectif vraiment premier de Sirius, parce que encore une fois, nous, Sirius, on est tous des sachants, hein, oncologues ou en tout cas ingénieurs du monde de l'oncologie. On est très pragmatique. Très pragmatique parce qu'effectivement, nous, on ne croit pas au sujet de dire on peut détecter un cancer avant qu'il existe. Non, en fait, on détecte un cancer à partir du moment où on a la matière à le détecter. C'est pour ça que des détections extrêmement précoces, c'est pas notre, on va dire, notre cheval de bataille. Par contre, nous, on est convaincus, encore une fois, et ça, c'est en partenariat avec le Centre Lombérard à Lyon, hein, qui est le principal centre anticancéreux hein, au niveau du territoire. On est convaincus que si on veut gagner ce combat contre le cancer, eh ben, il faut le prendre le plus tôt possible. Et c'est en ça qu'on dit qu'il faut traiter les patients de façon précoce et non pas détecter de façon extrêmement précoce les patients. Alors, on reviendra sur la question de la collaboration justement sur le territoire avec les différents acteurs de la santé, mais pas que. Thierry Dutiwa, vous êtes directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Total Energy. Total Energy, a-t-on besoin de présenter Total Energy? Bonjour Simone, bonjour à toutes et à tous. Total Energy, on a toujours besoin de le présenter, mais je vais me focuser sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi, je suis le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Total Energy depuis 1 an sur ce territoire. Ma mission principale, c'est précisément avec l'ensemble des parties prenantes des territoires, qu'elles soient politiques, institutionnelles, entrepreneuriales, académiques, associatives, échanger justement sur l'enjeu de transition énergétique et d'accélération de la transition énergétique. Si on zoome sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes 2400 collaborateurs et on couvre un petit peu toutes les activités de la compagnie, excepté l'exploration-production. On a bien sûr notre centre de raffinage et de pétrochimie de Fézin, l'usine de Givors. Nous avons également Hutchinson près de Grenoble. Nous avons nos activités de distribution carburants, lubrifiants, biocarburants, que ce soit les particuliers, les entreprises, les collectivités. Et nous avons également nos nouvelles activités de la transformation et de la transition énergétique avec production d'énergie éolienne, photovoltaïque, hydraulique
et également du développement biométhane. Et enfin, et c'est une richesse ici pour nous, puisque nous avons notre centre de recherche le plus important en France de R&D applicative, le centre de recherche de Solèze. En général, il n'est pas connu. Il est entre les bacs de la raffinerie et l'IFPEN, qui est beaucoup plus connu. Mais nous avons 250 chercheurs implantés depuis le centre 1970, qui historiquement travaillaient sur le développement de carburants et lubrifiants premium, et qui, depuis quelques années maintenant, travaillent sur les énergies bas carbone des mobilités, notamment. Ouais, n'en dites pas trop parce qu'on va y revenir. Benjamin Gros, donc président de Bonvent, on a parlé d'éolien juste avant. Vous faites de l'éolien, mais un peu particulier. Oui, complètement. En fait, Bonvent, c'est une start-up qui a pour but de rendre accessible et durable la transition énergétique en démocratisant le petit éolien. En fait, ça va passer par deux axes. Le premier qui est notre technologie. Donc, en fait, on a développé un kit éolien éco-conçu et made in France qui est complet, user-friendly et complètement mobile et hors sol. Et notre deuxième axe, qui est plutôt axé sur notre modèle économique, où d'une part, en fait, on va proposer nos kits à la vente pour les particuliers, professionnels, et d'autre part, pour les sites les plus vantés, on va on va aller encore plus loin. On va installer gratuitement nos éoliennes et en échange revendre l'électricité produite à prix réduit. Ce qui signifie que en fait, même les personnes qui ne peuvent pas investir dans l'achat d'une éolienne peuvent contribuer activement à la transition énergétique avec Bonvent, tout en faisant des économies. Est-ce qu'on peut dire que vous faites de l'autoconsommation dans l'éolien ? Ça marche ? Complètement, ouais. Merci beaucoup. Priscillien Tambuzo, donc vous êtes fondateur de Piwi. Qu'est-ce que c'est Piwi ? Bonjour. Alors, Piwi, c'est une jeune entreprise deep tech qui développe une technologie pour valoriser les ressources présentes dans les eaux usées. Aujourd'hui, on a un système de gestion des ressources qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on va extraire les ressources du milieu naturel, elles vont devenir des engrais, très souvent passer par l'agriculture, l'alimentation, et tout ça finit dans nos toilettes et en station d'épuration. Et le destin de ces ressources, il est assez tragique parce qu'on a seulement 5% de l'azote et 30% du phosphore qui sont valorisés. Donc nous, notre envie et notre but, c'est de récupérer ces matières-là pour participer à une agriculture qui est plus durable. Alors ces matières, pour être plus précis, c'est azote, phosphore, potassium, c'est tout ce qui va être nécessaire aujourd'hui en agriculture et pour les agriculteurs pour avoir des bons rendements de production. Donc, on a parlé un peu de ressources tout à l'heure, c'est une autre manière de capter de nouvelles ressources, un nouveau gisement finalement. Et puis donc Benoît Vignat, qui est directeur territorial de Lyon Métropole, d'Enedis. Là aussi, est-ce qu'on a besoin de présenter Enedis ? Bon, en quelques mots, donc Enedis, c'est le principal gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, donc à maille nationale, mais qui aussi fait du local, puisque le but, c'est de mailler vraiment le territoire au plus proche du local, quoi. Donc nos grandes missions, c'est bien sûr l'exploitation et la maintenance du réseau 24 heures sur 24, donc niveau moyenne tension, en gros 20 000 volts, et puis jusqu'à la basse tension et jusqu'au compteur du client particulier, quoi. Alors vous avez tous des entreprises qui ont un lien direct avec l'innovation, l'innovation technologique finalement. C'est vrai que ces dernières années, l'innovation technologique, on s'est pas mal posé la question de savoir si ça pouvait vraiment être un moteur pour l'avenir, s'il fallait continuer en fait à innover comme ça. Je vous pose la question en fait, Thierry, est-ce qu'il faut continuer à innover comme on a pu le faire jusqu'à présent ou pas ? Il faut surtout continuer à innover. Si on prend notre sujet de la transition énergétique et l'ambition 2050, ça nous a amené à réorganiser notre activité de R&D. On a créé en 2021 une branche nouvelle, OneTech, dans laquelle on a regroupé nos 3400 techniciens, ingénieurs, chercheurs engagés sur cette transition énergétique. On a globalement par an de l'ordre d'1 milliard de budget R&D. Aujourd'hui, c'est 2/3 qui sont consacrés à ces nouvelles énergies bas carbone. Et pour donner juste 2 exemples, typiquement, je parlais du centre de recherche de Solèze qui aujourd'hui travaille sur ces nouvelles mobilités bas carbone. Les ingénieurs qui travaillaient sur les lubrifiants aujourd'hui ont trouvé un fluide diélectrique qui permet de manager la thermie des batteries. 3 avantages.
Premièrement, c'est que ça permet de contenir l'ignition, j'ai dit, quand une cellule s'enflamme, et donc d'éviter la propagation à l'ensemble de la batterie. Donc, enjeu de sécurité majeur. Le deuxième aspect, c'est que comme ça permet de mieux manager la chaleur de la batterie, ça permet d'améliorer la charge de la batterie et donc de réduire le temps de recharge, qui est un pain point. Et le troisième point, qui est en lien avec la première thématique, c'est qu'à partir du moment où vous gérez mieux la batterie, ben vous allez améliorer sa durée dans le temps, donc vous réduisez l'impact sur les ressources. Le deuxième exemple sur l'innovation, parce que l'innovation, elle est collective. C'est un marqueur de cette transformation, la co-construction. On a lancé il y a 2 ans à la station F à Paris, Total Energy Zone, qui est un accélérateur de start-up sur la chaîne de valeur de l'électricité renouvelable, de la production à la distribution. Et typiquement, dans la 4e cohorte, on a 10 start-up par cohorte sur des périodes de 6 mois. 2 jeunes bretons qui viennent du monde de la voile de haute compétition, qui sont venus avec de l'IoT, qui permet au niveau des éoliennes, alors typiquement le offshore, donc avec des pales gigantesques, mais à la fois d'améliorer la performance dans des vents bas, donc en améliorant la portance, et en même temps d'aller identifier les vibrations dans une logique bien sûr de mettre en sécurité lorsqu'il y a des forts vents, mais en même temps d'avoir d'une maintenance prédictive, et là aussi avec un bénéfice qui est d'allonger la durée de vie de ces matériaux, et donc on revient sur les sujets abordés dans la première table ronde. Agnès, vous avez donc une entreprise qui est qui est hautement technologique. Excusez-moi. Et comment on développe une entreprise de ce style en France? Comment est-ce qu'on arrive à se financer sur le long terme? Comment est-ce qu'on arrive à partager sa vision qui est hyper technique à des investisseurs ou à des partenaires? Comment vous travaillez Vaste sujet. Donc effectivement, nous, Sirius, on est une société deep tech, effectivement, comme toi. Une société deep tech dans la santé, c'est encore une verticale particulière avec des difficultés qui sont également spécifiques. Alors pour créer une société deep tech comme la nôtre, donc nous on est une start-up qui a un peu plus d'1 an aujourd'hui, mais pour en arriver à une start-up, c'est plus de 14 ans de recherche et développement, notamment pour valider et développer une technologie potentiellement innovante et potentiellement intégrée dans un parcours de soins. Ces potentiellement sont extrêmement importants. Parce qu'effectivement, pour passer du stade du labo de recherche jusqu'au stade de la préclinique et de la clinique, là on en a aujourd'hui, on a toute une série de validations, toutes les étapes effectivement à lever et à valider, et à tout moment finalement le projet ou la deep tech peut s'arrêter, indépendamment finalement de la bonne volonté ou de l'engagement de chacun. Aujourd'hui, ce qui permet à des sociétés comme la nôtre de réussir et en tout cas de pouvoir être présent aujourd'hui, c'est tout le soutien, en tout cas au niveau du territoire national, de ce qu'on appelle les SAT, notamment, donc les sociétés de transfert technologique. Et ces sociétés sont indispensables. Donc pour nous, au niveau de Lyon, Saint-Étienne, c'est la SAT Pulsalis qui a porté ce projet-là, qui permettent effectivement de pouvoir croire aux chercheurs, croire aux porteurs projets, d'aller récupérer ces travaux de recherche qui sont développés pendant des dizaines d'années dans les laboratoires, de déposer des brevets et de permettre de maturer, incuber ces brevets au vu de créer des startups. Donc ça déjà, ça prend plus de 10 ans, c'est des investissements qui sont nécessaires, qui sont portés par la région, par le territoire, mais également par ces SAT-là. Et après, quand on en arrive à cette étape-là, on va chercher des porteurs de projets, des personnes comme moi, mais des personnes comme vous, pour aller écrire, faire une empreinte sur une stratégie potentielle marché, faire une stratégie potentielle réglementaire, construire une équipe et porter le projet jusqu'à un stade potentiellement industriel. Tout ça, ça demande encore une fois des financements, mais ça demande aussi finalement une intelligence collective. Ce collectif, en tout cas pour la santé, si on veut réussir, c'est à aucun moment il faut sortir de cet écosystème de la santé. Et en tout cas pour Sirius, on a pris une décision, en tout cas au départ, c'est de se dire on a été porté pendant plus de 10 ans par la région, on a été porté par le plus gros centre anticancéreux que le centre Léon Bérard. Et ben on va créer la société dans ce centre-là. Et ça a été une première décision très forte au départ de Sirius. Donc on est hébergé au centre Léon Bérard, c'est-à-dire que notre quotidien, ce sont les oncologues qui nous disent au jour le jour si on réussit, si au jour le jour finalement on échappe à des potentielles réussites dans l'évolution du projet. Et puis l'autre quotidien, ce sont les patients. Donc on a un écosystème partagé au jour le jour entre la start-up, les oncologues et les patients pour réussir ensemble.
Est-ce qu'il y a eu une évolution des manières de travailler? Est-ce qu'avant on travaillait plus en silo? Est-ce qu'aujourd'hui on travaille plus de manière collaborative, de manière plus transversale? Benoît? Aujourd'hui, c'est indispensable effectivement de désiloter les choses. Moi, je fais le parallèle effectivement avec un réseau de distribution. Je reviens à mon métier. Avant, c'était très simple. On produisait, on transportait, on distribuait, et puis c'était descendant. Aujourd'hui, on vient que la production d'électricité vient de partout, notamment avec ce type de système de microproduction. Et ça s'appuie effectivement sur un système électrique qui doit pouvoir intégrer toutes ces solutions de production. Donc, effectivement, on a tous besoin effectivement de travailler ensemble. Il n'y a pas une seule chaîne descendante. Il y a une intégration de tous les acteurs, notamment sur le domaine de l'électricité, qui s'appuie sur un réseau de distribution qui est montant, descendant, en injection, en consommation. Avec un horizon, je rajoute un chiffre moi, que j'ai capté il n'y a pas si longtemps, c'est qu'à horizon 2030, on aura 60% de la consommation d'électricité qui sera décarbonée. Consommation d'énergie décarbonée. 2030, c'est pas demain, c'est juste après. Là. Tiens, je voyais hocher de la tête rapidement si vous voulez réagir. Oui, juste pour illustrer, sur le collaboratif avec Enedis, justement sur le développement de la mobilité lourde électrique, nous avons travaillé ensemble pendant 2 ans pour étudier les impacts sur les réseaux avec Vinci Autoroute, avec les 6 constructeurs européens de camions. Donc il y a ce côté collaboratif. Sur ce côté d'énergie locale, effectivement, nous aujourd'hui dans cette transformation pour devenir un major de l'électricité renouvelable, si on prend Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 26 sites de production. Que ce soit de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydroélectricité, de la petite hydro dans l'arc alpin, et donc effectivement avec de l'injection. Et on travaille forcément en partenariat avec Enedis dans l'anticipation pour aussi prioriser les investissements dans le court, moyen, long terme, très clairement. Et ça amène ce qui a été souligné, c'est cet enjeu, on entend souvent parler de la flexibilité des énergies renouvelables et de cette connexion au réseau. Et en France, on a un des meilleurs réseaux au monde. Mais pour autant, ça nécessite d'innover dans la capacité d'absorber ces énergies intermittentes par rapport à un réseau qui est établi depuis de longues années. Donc oui, on travaille en très forte proximité pour innover les solutions de demain. Ça, effectivement, la question de la décentralisation d'énergie, c'est une tendance, je pense, qui est assez forte et qui est assez structurante pour les prochaines années. Benjamin, vous travaillez donc directement dessus. Comment vous arrivez à travailler justement avec Enedis ou avec d'autres sur comment est-ce que vous allez intégrer vos énergies dans le système? En fait, sur cette partie-là, on a plusieurs aspects. En fait, dans un premier temps, justement, sur cette partie décentralisation, on a fait un constat, c'est qu'en France, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions au niveau de l'autonomie et au niveau de la décarbonation, puisque on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un mouvement émergent de personnes qui n'ont plus confiance notamment en l'État ou dans les fournisseurs d'électricité, etc. Notamment avec ce qui s'est passé en Europe et les tensions géopolitiques qui ont pu créer des tensions au sein des réseaux électriques, même ici en France. Et au niveau aussi de la décarbonation, puisqu'il y a quand même des sujets, on peut toujours aller en fait plus loin sur les initiatives qui sont portées par des structures innovantes comme les vôtres, puisque actuellement, importer des panneaux solaires qui viennent souvent de Chine, les installer, stocker l'énergie, puis derrière la distribuer, évidemment, on parle d'énergie décarbonée, mais elle ne l'est pas complètement. Donc pour nous, l'objectif, c'était justement de répondre à des besoins bien spécifiques et aller encore plus loin dans cette démarche en apportant à la fois de l'autonomie, que ce soit aux particuliers ou aux professionnels, et en apportant une solution qui est vraiment éco-conçue de A à Z, basée sur des travaux de recherche avec 2 laboratoires de recherche partenaires. Et donc d'apporter cette éco-conception en circuit court, puisqu'on est sur de la vente en fait vraiment directe aux consommateurs. Et donc voilà, pour nous c'était 2 axes assez importants de pouvoir apporter à la fois cette autonomie-là et cette décarbonation poussée à
au maximum en fait de ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr qu'on a en fait toujours besoin de nos fournisseurs d'énergie puisqu'ils viennent quand même apporter cette stabilité au niveau national. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent se développer pour décentraliser cet apport d'énergie et justement apporter des solutions à la fois plus vertes et qui vont permettre aux particuliers, aux professionnels d'être plus autonomes. Est-ce qu'il y a des enjeux techniques, technologiques ou réglementaires à l'intégration de cette microproduction finalement que vous faites ? Oui, complètement, notamment sur la partie petit éolien qui a été en fait délaissée pendant pas mal de temps au profit des panneaux solaires qui ont vraiment explosé en France. On a vu de 2015 à 2021 chez les particuliers, ça a fait x36 le nombre de panneaux solaires. Alors que le petit éolien a un peu stagné. En fait, on a vu l'une des raisons principales, c'est l'arrêt des subventions pour le petit éolien au profit des panneaux solaires. Donc en fait, cet aspect de réglementation et de choix gouvernementaux viennent nous impacter directement. Et puis évidemment, on doit se conformer à beaucoup de normes parce qu'on est sur de la réinjection électrique, donc c'est normal. L'une de nos priorités, c'est d'assurer la sécurité de nos installations. Et aussi au niveau de la réinjection, puisque c'est le type de déclaration que l'on doit faire à son fournisseur d'électricité, comme Enedis par exemple. Et puis après, au niveau des territoires, en France, on a la chance d'avoir une réglementation relativement souple sur le petit éolien, puisqu'on a pu concevoir un produit pour lequel il n'y a pas besoin de permis de construire, et les PLU ne s'appliquent que dans des cas très particuliers où il va alors falloir faire une déclaration en mairie. Mais chez certains de nos voisins européens, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus strict et beaucoup plus compliqué. Donc on a quand même cette chance d'avoir une certaine flexibilité, tout en devant respecter des normes au niveau sécuritaire et puis de la réinjection, même pour ne pas venir perturber le réseau. Et vous aurez probablement aussi des enjeux en acceptation sociale, on en parlera tout à l'heure. Oui, je voulais juste préciser une chose, c'est que nous, on distribue, donc on n'est pas fournisseur d'électricité. Donc on accueille effectivement tous les moyens de production. Juste pour illustrer sur un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 million d'installations qui sont raccordées sur le réseau de distribution. Et donc dans ces moyens, de plus en plus ce qui se développe, c'est l'autoconsommation et avec la vente en surplus. Donc effectivement, le but, c'est que les gens consomment sur place ce qu'ils produisent, et ça, c'est une très bonne chose. Mais néanmoins, ça s'appuie sur un réseau de distribution qui doit être solide et fiable, pour notamment, effectivement, pour injecter le surplus et que ça profite à l'ensemble. Et ça, effectivement, technologiquement, ça paraît peut-être simple, mais ça l'est pas tant, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a de l'électricité et les lumières, elles ne clignotent pas, donc c'est une fréquence qui est stable. Et quand on injecte sur le réseau autant de production qui est intermittente, par définition, effectivement, c'est aussi un enjeu technologique de pouvoir les accueillir. Et pour ça, il faut que leur distribution soit pilotée. Et il évolue aussi en ce sens. Et on essaie de se projeter vers l'avenir pour pouvoir accueillir de plus en plus d'installations. Justement, ça fait, on va dire, une quinzaine d'années qu'on parle de smart grid. Le système n'avait pas du tout été conçu pour ça au départ. Comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter ? Et puis peut-être aussi, où est-ce qu'on en est en fait justement de la capacité de pilotage du réseau ? Est-ce qu'on est vraiment dans un smart grid aujourd'hui ? En fait, ça s'appuie sur un petit projet qu'a lancé Enedis il y a quelques années, 2015, qui était le développement des compteurs Linky. Alors ça fait un peu polémique en son temps, mais on y est arrivé. Et en fait, c'est la brique essentielle pour avoir un réseau effectivement pilotable. Et alors on dit intelligent, j'aime pas trop le terme intelligent parce que il est communicant, mais plus qu'intelligent. Mais aujourd'hui, effectivement, on a déployé 35 millions de compteurs Linky qui permettent de communiquer, donc d'avoir les données en temps réel. Et avec ces données en temps réel, on peut piloter et plus facilement intégrer des nouveaux moyens de production sur le réseau. Sans ça, en fait, on était incapable de le faire, ou on aurait mis à plat le réseau, et finalement, ça aurait été contre-productif. Donc la première brique des smart grids, c'est d'avoir effectivement ce petit boîtier qui permet de piloter moins le réseau basse tension. Sur la moyenne tension, on avait déjà des moyens de le piloter. Aujourd'hui, on est quasiment au bout de ce déploiement, et autour de ce compteur, on peut déployer des usages, du pilotage, et donc de l'intégration de moyens de production intermittents. Donc Linky permet aussi le passage de l'électricité dans l'autre sens ? Complètement, oui. Ça marche dans les deux sens, donc ça compte dans les deux sens.
Ok. Thierry, je voyais pas mal secouer la tête. Voilà, je vous laisse réagir peut-être. Non, mais effectivement, on voit bien que pour décarboner l'énergie, et avec un raisonnement mondial ou en tout cas européen, puisque le mix énergétique français et les mix des pays scandinaves sont déjà très décarbonés, mais il faut avoir cette vision européenne. C'est effectivement cette capacité à libérer effectivement les initiatives individuelles, entreprises, collectives, sur cette production des énergies renouvelables en cohérence avec les territoires. Et on parlera tout à l'heure de l'acceptabilité sociale, c'est fondamental. Et en même temps, cette anticipation pour être dans le juste à temps, pour permettre effectivement cette injection, ces soutirages et optimiser tout le système global. Et donc, je vous dis, on travaille à la fois avec le monde des startups sur leur innovation, mais également avec les grands acteurs sur ces sujets de flexibilité. On a inauguré il y a un mois au Danemark avec l'Université technologique du Danemark, justement une plateforme Hybrid Power Platform, donc une plateforme électrique hybride, justement, qui rassemble ces énergies intermittentes et la capacité à jouer de cette flexibilité avec des modèles prédictifs pour savoir effectivement quelles sont les consommations, d'où l'importance des compteurs type Linky, même si on a le sentiment qu'il y a une intrusion dans la vie individuelle, mais sans cette donnée, on parle de big data, d'IA, mais sans cette maîtrise de la donnée, on ne pourra pas aller vers cette combinaison effectivement des énergies intermittentes et puis des réseaux actuels. Donc c'est fondamental et on voit bien l'intelligence collective entre les différents acteurs. Alors, l'économie de demain sera décentralisée peut-être, mais elle sera peut-être aussi circulaire. Et donc, je voudrais poser une question à Priscillien. Comment est-ce que votre projet s'inscrit dans cette économie circulaire? Et puis, comment est-ce que vous travaillez l'enjeu des ressources de votre projet? C'est une très bonne question. Alors, l'économie circulaire de demain, elle va devoir faire face aux pénuries de ressources, en tout cas dans le cadre de l'activité de Piwi. Le phosphore, on sait qu'il va atteindre son pic de production en 2030. Donc à partir de là, on va avoir une ressource qui décroît. Et l'azote est produit à partir de méthane. Et très souvent à partir du procédé Haber-Bosch. Donc qui dit moins de disponibilité en méthane, dit des plus grandes difficultés à produire des engrais azotés. Donc dans notre cas, on s'est dit, on a une ressource qui est disponible, un peu comme aujourd'hui vous avez des bornes à compost. Et ce que vous ne mangez pas, on va le recycler. Et ben nous, on va recycler ce que vous mangez, mais aussi toutes les autres typologies d'eau usée qui sont concentrées en azote ou en phosphore, par exemple. Et là, je regarde rapidement en total. On parlait de biométhane, on parlait de méthaniseurs. À la sortie des méthaniseurs, il y a énormément d'azote qu'on peut récupérer et valoriser. Ce qui est marrant, autre fait, du coup, sur une ressource qui est inexploitée et qui est l'urine, puisque c'est la matrice sur laquelle on travaille aujourd'hui, on récupère votre pipi et on en fait des engrais. Plus concentré et plus facile à utiliser pour l'agriculteur, c'est que c'était une ressource qui était utilisée au 19e siècle à Paris et qui servait à fertiliser en fait l'ensemble de la périphérie urbaine. Et puis, on a eu l'hygiénisation qui est arrivée, donc des nouveaux moyens de gestion de nos déchets, de nos excrétas. Et on a aussi eu la Première Guerre mondiale qui est passée par là, la production d'ammonium en grosse quantité pour faire des bombes. Et on a des entreprises de la chimie qui ont émergé comme BASF et qui, du coup, avec le procédé Haber-Bosch, ont un peu changé la donne. Mais en fait, on ne réinvente pas la roue, on reprend juste aujourd'hui ce qui était disponible avant et ce qu'on utilisait. Comment ça s'inscrit dans l'économie circulaire? Il faut un début, il faut une fin, et puis à un moment donné, il faut que ça se connecte, quoi. Voilà, donc maintenant, on va parler de la ressource. Aujourd'hui, on parle d'une pollution qui est diffuse quand on parle de l'urine humaine parce qu'on veut la récupérer de manière concentrée. Elle part vers les stations d'épuration, elle est diluée avec les eaux grises, les eaux brunes, ce qui veut dire les eaux des douches et toutes les eaux en fait, des toilettes. Là, on se retrouve avec des nutriments qui sont hyper dilués, difficiles à récupérer, avec des concentrations qui ne sont pas tenables, en fait. Donc, l'idée, c'est peut-être de partir dans un nouveau modèle où on va pouvoir décentraliser et ramener en fait, cette urine plus pure, directement, sans chasse d'eau, donc faire des économies d'eau derrière, pour continuer à la concentrer de notre côté dans une usine centralisée.
L'autre optique qui est possible, et là je reviens sur les méthaniseurs, je reviens sur les effluents animaux qui sont aussi des sources d'azote et sur lesquels on peut agir en valorisation des eaux usées. C'est des sources cette fois-ci qui sont diffuses sur le territoire mais hyper concentrées. Un être humain c'est 500 litres d'urine, un méthaniseur c'est plus de 30 000 tonnes de matière qui peut passer chaque année à l'intérieur. Donc potentiellement, le modèle de l'économie circulaire, avant d'aller sur la complexité de l'urine, qui était finalement ce qu'on aurait aimé faire au début, et un de mes premiers amours, puisque je viens de l'assainissement, il peut commencer plutôt par des grosses sources et des partenariats avec des gros acteurs, type Total. Votre produit, à la fin, il ressemble à quoi? Alors, il y en a plusieurs, il y en a juste derrière. Alors, il est liquide, mais il est transparent lorsqu'on parle d'engrais azoté. C'est exactement ce qu'utilisent les agriculteurs, c'est un engrais qui est normé. On a cette logique, nous, chez Piwi, et cette valeur ajoutée qu'on veut donner, c'est d'extraire la molécule pour en faire le produit. C'est-à-dire qu'on va amener une assurance et une réassurance à tous les utilisateurs. Il n'y aura pas de résidus médicamenteux, il n'y aura pas de métaux lourds, il n'y aura pas toutes ces choses-là. On va vraiment prendre simplement la molécule. Donc, en liquide, en solide également. Et on peut aussi avoir des engrais qui sont des engrais de jardinerie, mais qui vont plutôt vous adresser à vous, enfin s'adresser à vous. Et là, on est plutôt dans une logique de partager qu'est-ce qu'on peut valoriser aujourd'hui et qui ne l'est pas. Alors là, justement, est-ce qu'il y a des limites à l'acceptation sociale? Est-ce que vous rencontrez des freins du fait de la ressource que vous exploitez, clairement? Oui. Alors, assez simplement, on parle d'urine, on parle de politique publique aussi derrière. Vous vous rendez compte aujourd'hui que toutes les eaux usées partent au même endroit et qu'il y a eu des programmes d'investissement qui ont été très longs, très forts, et on a mis beaucoup d'argent pour créer des réseaux centralisés, traités et renvoyer au milieu naturel des eaux qui sont plus propres. Si aujourd'hui on arrive et on dit on veut récupérer l'urine, l'urine on ne sait plus où elle va, personne ne sait, donc acceptation sociale de se dire on va récupérer cette matière-là. Deuxième acceptation sociale, il faut qu'on change les toilettes. Et on va mettre des toilettes sans chasse d'eau. Aïe. Moi d'habitude j'appuie sur un bouton et il y a tout qui disparaît. Bon, il y a les technologies qui sont là, on peut changer les infrastructures, mais ça nécessite de l'investissement. Donc, le plus gros frein numéro 1, c'est le frein réglementaire et les compétences qui sont au niveau des communautés de communes et qu'il faut faire évoluer les infrastructures. Mais il y a des leviers et on peut montrer en fait qu'il y a du bonus pour les collectivités à récupérer cette matière-là, mais ça va nécessiter de l'investissement. Au niveau de vous, moi, nous, on va aller dans des toilettes qui sont un peu différentes. On va changer nos habitudes et là, on a une acceptation sociale. Je parlais de tirer la chasse d'eau, voilà, on la tirera plus. Et ensuite, dans la logique de financement ou en tout cas d'autofinancement, l'eau ne vaut pas grand-chose aujourd'hui et l'azote ne vaut pas grand-chose également. Donc, le modèle économique, il doit être réfléchi pour rémunérer assez bien et répondre à des besoins qui sont prégnants. Et c'est pour ça que je dis pour la 3e fois que très sûrement Piwi va aller vers un modèle qui est différent et aller vers des sources en fait qui sont concentrées, vers des personnes qui ont des difficultés à traiter les produits, des difficultés réglementaires. Et on n'est plus simplement une entreprise de valorisation de l'urine comme on le disait au départ, mais plutôt une entreprise de valorisation des eaux usées. Et ce qu'on veut adresser, c'est toutes les sources de pollution potentielles et donc limiter leur impact sur l'environnement et les réintroduire directement. Donc, aller encore plus loin dans la circularité. Agnès, sur un sujet du coup qui est complètement différent et dont on pourrait penser qu'il n'y a pas de problème d'acceptation sociale, quand je vous ai posé la question de quels sont vos défis, et puis je suis passé rapidement sur l'acceptation sociale en disant bon, ça c'est pas un problème pour vous m'avez dit oulala, détrompez-vous, c'est un vrai problème pour nous. Et du coup j'aimerais savoir que vous nous disiez pourquoi, et puis ensuite que vous nous disiez si finalement il y a le seul remède à ça, c'est quoi? C'est le temps, la communication. Voilà. Peut-être nous présenter un peu pourquoi l'acceptation sociale est un sujet dans votre cas, et puis ensuite répondre à la question. Oui, effectivement, je me rappelle de notre discussion. Alors, nous, en santé, on a plein de freins, mais je dirais que ça, c'est presque le premier frein en fait, de l'acceptation sociale, avec le premier des premiers qui est le réglementaire. Alors déjà, pour comprendre pourquoi, juste rapidement ce qu'on fait, on n'en a pas parlé, pourquoi on a une vraie rupture techno et qu'on répond à un besoin. Donc nous, aujourd'hui, notre technologie, c'est de pousser les lignes, bouleverser finalement les DOM qui sont aujourd'hui appliqués, ou en tout cas les actes aujourd'hui médicaux qui sont appliqués pour détecter et traiter les cancers dans les premières phases. Qu'est-ce qu'on fait chez Sirius? Je vous dirais c'est très simple.
c'est qu'on utilise le sang. Le sang, finalement, le matériel biologique qui est le plus facilement accessible entre vous et nous. Et en fait, on part d'un simple prélèvement sanguin qu'on réalise en laboratoire d'analyse, donc un tube de 7 ml. Il vous faut 5 minutes pour réaliser ce tube. Nous, on récupère ce tube de sang et à partir de ce tube de sang, en moins de 6 heures, on est capable de détecter effectivement est-ce que vous avez un cancer, est-ce que vous n'avez pas un cancer. Et ça dans des phases qui sont extrêmement précoces. Et dans un délai de 2 semaines qui suivent, on est capable de vous dire quelle thérapie il faut appliquer pour éradiquer finalement la progression de votre cancer. Donc oui, c'est un bouleversement, c'est un espoir thérapeutique qui est énorme. Et finalement, notre propre limite aujourd'hui, c'est pas nous. C'est pas Sirius aujourd'hui, notre propre limite, c'est pas notre techno, entre guillemets, notre technologie de la capacité à détecter et la capacité de dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avant que finalement ça parte dans une situation beaucoup moins maîtrisable et le mode pompier qu'on connaît aujourd'hui. C'est de se dire, est-ce que vous acceptez en fait qu'on vous dise, avant que vous devriez le savoir, qu'effectivement il va falloir agir. Et notre frein, il est là aujourd'hui. Et potentiellement, on ne pouvait pas s'attendre. Alors nous, on sait, parce que ce frein, il est présent en France, mais partout dans le monde. C'est de se dire, est-ce que les oncologues, est-ce que la société, est-ce que vous et nous, vous acceptez finalement qu'on vous prenne en charge rapidement et qu'on vous prédise potentiellement qu'il va falloir finalement vous traiter alors que encore hier, vous gambadez finalement dans les prés. Je le dis de façon un peu prise de recul, parce que c'est important dans notre métier de prendre ce recul. Mais effectivement, il y a toute une série de cancers où on sait que c'est des cancers qui sont familiaux, des cancers qui sont héréditaires, donc des cancers où on sait que potentiellement il y a un risque. Et finalement, dans ces populations-là, plus tôt finalement on comprend ce risque, plus tôt finalement on prend en mesure le développement de ce cancer, plus tôt finalement on donne des chances de guérison du patient. Notre frein, il est là aujourd'hui. Et alors, comment est-ce que vous travaillez dessus ? On travaille au quotidien, donc on ne travaille pas seul. Encore une fois, je dirais que le cancer, c'est universel. Donc aujourd'hui, en fait, on lève ces freins finalement au niveau international, mais déjà, on va dire au niveau territoire, avec une intelligence collective de discussion, en fait, finalement, avec l'ensemble finalement de la communauté médicale et la communauté scientifique. En discussion également avec les instances réglementaires, en disant, déjà, on va rien que parler on va dire en France, je pense qu'on est le pire des territoires, en tout cas réglementaire pour notre domaine, parce que finalement, les oppositions qu'on va nous opposer, c'est on ne va pas vous rembourser vos actes de soins tant que vous ne nous avez pas prouvé que ça n'apportera effectivement un réel bénéfice au niveau coût de remboursement de vos soins. Donc on discute énormément avec les instances réglementaires, on discute énormément avec les oncologues, également avec les médecins, pour dire est-ce que vous êtes prêts à nous aider à franchir ces lignes-là pour prendre les patients le plus tôt possible dans leur parcours de soins. Vous en êtes à quel stade là, du développement de Sirius ? Et puis quand est-ce qu'on peut imaginer une utilisation thérapeutique ? Alors nous, on est petits, encore une fois. Donc nous, aujourd'hui, on est au stade clinique. Donc effectivement, c'est un projet qui a plus de 14 ans de validation en amont. Aujourd'hui, on est sur des essais cliniques qui sont en cours, donc avec le Centre Lombera, mais également des hospices civils de Lyon, dans lesquels il nous faut encore 18 mois de validation pour positionner la technologie sur la partie purement détection et suivi effectivement des patients. Donc ça nous mène à fin 2026. Et entre finalement fin 2026 et jusqu'à 2030, c'est considéré le endpoint de go-to-market. C'est vraiment ça notre objectif, c'est de pouvoir positionner sur, on va dire, un grand nombre, en tout cas, de patients, et ces 4 typologies de cancers particuliers, où on a visé une grande famille thérapeutique dans laquelle on pourrait effectivement se positionner dans les premières phases du diagnostic et les premières phases de traitement pour des millions de patients, pouvoir effectivement leur proposer cette bonne thérapie, ce qu'on appelle la thérapie ciblée, en remplacement aujourd'hui de ce qui est mis en place, c'est-à-dire les chimiothérapies ou chimiothérapies combinées, qui sont finalement des actes en attendant d'eux. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on souhaite lever d'ici 2029. Benoît, je reviens vers vous parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé de Linky et pas forcément bien aussi il y a quelques années parce qu'il y avait cette crainte et justement cette acceptation sociale qui a été difficile. Comment est-ce que vous avez travaillé le sujet ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est finalement plus vraiment remis en cause. Oui, c'est une bonne question parce que ça nous a paru un peu irrationnel en fait quand on a commencé à déployer ce compteur, parce que c'était pour apporter de la modernité, de la facilitation, un plus juste suivi de ses consommations. Enfin, on n'y voyait que des bénéfices et pour autant, on a vu des levées de boucliers, des choses qui sont parties un peu dans tous les sens. Et finalement, ça s'est fait avec beaucoup de pédagogie. Moi, à l'époque, je m'occupais de ce programme de déploiement sur la région où j'étais. Donc, j'ai fait pas mal d'interventions sur le terrain. On accompagnait les poseurs et puis on essayait d'expliquer, de sortir de ce côté irrationnel. Et donc, les choses petit à petit sont tassées. Puis on a essayé de faire la démonstration par la preuve, de montrer qu'il n'y avait pas
d'inconvénients et ça apportait pas des ondes. Enfin, voilà, il n'y a pas de transformation particulière. Par contre, ça avait des réels avantages. Qu'à minima, c'était neutre et que dans le meilleur des cas, ça apportait des avantages. Mais ça a pris beaucoup de temps en fait, quoi. Donc effectivement, c'est de la présence terrain, de l'explication, de l'accompagnement, et puis ça a fini par se faire. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est derrière nous. Enfin, je l'espère. Un des autres enjeux, c'est le financement. Je pense que là, vous êtes tous les trois, vous seriez d'accord avec moi sans trop de problèmes. Benjamin, où est-ce que vous en êtes aussi de votre projet? Parce qu'on c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et puis, comment est-ce que vous travaillez à la question des financements? Est-ce que c'est facile d'en obtenir aujourd'hui quand on monte des projets technologiques? Déjà, pour faire un point sur l'avancement du projet, actuellement on est dans une phase où on vient finaliser notre produit et les tests sur notre produit. Pardon. Donc on est aussi dans une phase de préparation de mise sur le marché, donc avec toutes les normes que ça implique. On a déjà enregistré presque 50 précommandes avec un budget marketing de 0 €, donc c'est plutôt encourageant. Notre objectif, c'est de lancer la production pour mi-2025. Et puis après, nos objectifs de développement, c'est d'ici fin 2026, 500 éoliennes bon vent installées en Europe. Et pour 2027, une économie au niveau bilan carbone, bilan CO2 de 1000 tonnes, ce qui correspond à 100 000 arbres plantés. Donc voilà, au niveau de notre avancement et nos volontés de développement. Et puis, pour en revenir sur la partie financement, on est vous aussi, on est dans un projet qui est technologique et puis qui a un intérêt aussi en fait pour le bien commun. Donc on a réussi à obtenir des financements au niveau régional, que ce soit de la part de la région, de la ville de Lyon, de la structure Pulsalis dont vous parliez, et en particulier du Puy Impulse, qui viennent faire le lien entre la recherche et les startups, et puis aussi de la part de la BPI. Donc ces financements, ils nous ont permis justement de subvenir à nos besoins durant ces premières phases de test marché, de développement de nos premiers prototypes. Donc voilà, ça nous a permis de travailler à la fois sur notre technologie et sur notre marché. Mais c'est sûr que ensuite, on a besoin de financements plus conséquents justement pour pouvoir lancer la production, pour pouvoir nous lancer sur le marché français, pouvoir se développer suffisamment rapidement aussi sur le marché européen, sur lequel on a des gros enjeux. Et donc là, on est quand même contraint assez rapidement de se tourner vers le privé, les investisseurs privés. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aussi en ce moment. C'est sûr qu'il y a il y a eu un petit calme au niveau des marchés et des investissements, que ce soit côté venture capital et business angel. Mais on est plutôt confiant justement sur notre phase de levée de fonds, puisque beaucoup de gens voient un réel intérêt dans notre projet et on voit qu'il y a de l'engouement, mais ça reste pas simple d'avoir accès au financement privé. Vous avez besoin de combien pour lancer la production? Enfin, pour, donc, j'imagine, acheter un atelier, enfin, en tout cas, ou créer une ligne, quoi. Pour pouvoir lancer la production et nous développer à la vitesse où on souhaite se développer, grosso modo, on a besoin de 1 million d'euros. Chez Piwi, c'est facile les financements aussi, ou c'est aussi un enjeu compliqué? Alors, chez Piwi, on a été financé également par la BPI, par la région. Prochainement, on va être financé par l'ADEME sur des projets de recherche principalement. Je vais dire que le sens du projet, il est compris par tout le monde et il est porté. Et ça, c'est pas un problème. Donc, ça nous apporte quand même des financements et il y a un futur quand même qui peut s'écrire comme ça. Par contre, on a pris et on a fait le choix pour l'instant de s'autofinancer sur la première partie au maximum pour avoir tous les éléments avant de se présenter devant un investisseur. Voilà. Une preuve marché, de la propriété intellectuelle et bien sûr notre démonstrateur qu'on a déjà mais qu'on veut passer à une étape au-dessus. Thierry, vous travaillez avec des startups, vous les financez, vous les accompagnez. Comment est-ce que vous interagissez? Parce qu'on a parlé d'intelligence collective.
J'imagine que ce n'est pas que au niveau des idées. Donc comment est-ce que vous travaillez avec elles? Bon, je l'ai abordé un peu tout à l'heure. On était dans du venture capital il y a quelques années et notre transformation vers l'électricité renouvelable nous a amené à changer de position en créant, je l'ai dit tout à l'heure, Total Energy Zone qui est hébergé à la station F où on accélère. Alors on est aux phases d'accélération des startups sur la chaîne de valeur de l'électricité, de la production, stockage, monitoring, distribution. Tous les 6 mois 10 startups, donc on en est à 40 et on va démarrer la 5e cohorte. Et donc véritablement, on leur permet de travailler avec l'ensemble des entités de Total Energy sur ces sujets. On les accompagne avec un programme HEC. Et ils pitchent à la fin devant des CEO. Et pour certaines, on les a soit intégrés, soit on a signé des contrats de commercialisation. C'est l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure sur BladeSense, qui est un véritable atout. Ça, c'est le côté véritablement sur la chaîne de valeur électrique. L'autre élément, en côté R&D, on travaille aussi avec des startups où là, on va voir. Et typiquement, un élément, on a fait l'acquisition après l'avoir accompagné il y a 1 an maintenant d'Ombrea, qui est une start-up aixoise spécialisée dans l'agri-photovoltaïsme. Et c'est devenu véritablement notre centre de compétences internationales sur ces sujets, avec le développement de solutions d'IA pour véritablement optimiser les rendements et la cohabitation entre une production d'énergie renouvelable selon les cultures, les élevages, et le rendement des cultures et le bien-être des animaux. Donc typiquement, on travaille en forte proximité avec ce monde des startups. Et le dernier point dans les sujets de financement, d'accompagnement, et ça c'est une fonction historique puisqu'il y a plus de 40 ans que l'on fait ça dans les territoires, dans la fonction de développement régional. On accompagne des startups PME dans des dispositifs de prêt à taux zéro et on travaille avec des réseaux comme Entreprendre, comme la BPI, comme les CCI, les pôles de compétitivité pour aller soutenir également ces développements. Voilà. On arrive à l'issue de notre table ronde. J'aimerais vous poser une question à tous. Comment est-ce que vous voyez vos secteurs respectifs dans 10 ou 15 ans? Quelle est pour vous la chose peut-être un peu marquante ou quel est le signe faible qu'on pourrait entendre aujourd'hui qui préfigurerait ce que seraient vos secteurs dans une dizaine d'années? En commençant peut-être par vous, Agnès. C'est vous-même en fait, non? On est notre propre limite, mais pas que, parce qu'effectivement, on en a discuté. Non, effectivement, pour effectivement se projeter dans le futur, on va faire le trait d'union avec ce qu'on a dit d'avant, les financements. Très clairement, en tout cas dans notre verticale santé, si on veut réussir demain, si on veut faire que la santé soit vraiment une santé accessible à tous avec un maximum effectivement d'opportunités, il faut financer. Mais je dirais, il ne faut pas financer les projets qui sont déjà en série A, en CIB, qui ont besoin finalement de beaucoup d'investissements pour valider ou finaliser des essais cliniques. Parce que, encore une fois, dans le monde de la biotech, les plus gros échecs, c'est aux essais cliniques en fait. C'est au endpoint des essais cliniques. Donc finalement, si on met tout l'argent dans les financements sur tous ces projets-là pour se dire est-ce que oui ou non c'est un tout ou rien sur les essais cliniques, ce qu'on est en train de faire, c'est prendre un énorme risque. Parce que ce qu'on a laissé de côté, c'est toutes les innovations qui sont aujourd'hui en train de se développer, qui sont aujourd'hui dans les sociétés comme les nôtres Deep Tech, et t'attendent qu'une chose, c'est d'apporter une vraie solution. À risque, ok, mais il y a des solutions et il y a des milliers de projets qui attendent ça. Et aujourd'hui, on voit que ces dernières années, et notamment ces 2 dernières années, il y a eu un vrai décalage finalement dans les sociétés de capital venture, en tout cas dans les fonds d'investissement, qui ont délaissé finalement les investissements en amorçage, les investissements en accélération, au bénéfice finalement des investissements dans des sociétés série A, série B. Donc finalement, il y a une pénurie d'investissements dans toutes les sociétés start-up qui essayent effectivement de sortir. Et heureusement qu'il existe aujourd'hui la BPI, qui est encore une fois le principal supporter finalement de ces sociétés, et les business angels. Mais les business angels comme la BPI ne peuvent pas finalement apporter suffisamment de financement. Donc je dirais les fonds d'investissement, il est temps effectivement de revenir finalement à l'origine et de revenir finalement aussi à l'ambition de ce qu'on appelle l'innovation et les technologies. Donc n'oubliez pas finalement le point zéro, parce que sinon dans 10 ou 15 ans, on va tous finalement se retrouver effectivement à la tête des mauvais jours. On revient sur ce qui a été dit dans la table ronde sur les ressources et sur les nécessités pour les acteurs privés de reprendre un peu de risques, notamment. Thierry.
Alors, dans 10 ans, c'est 2035. Si on regarde, il y a 10 ans en arrière, 2015, les accords de Paris, grosso modo, Total Energy, son mix énergétique, c'était moins de 2% d'énergie renouvelable. Et dans cette ambition d'être un acteur majeur de l'électricité renouvelable, actuellement, on est à un peu plus de 10%. 2030, c'est 20%. 2035, plus d'un tiers probablement de notre mix énergétique sera renouvelable. Et donc, on a les enjeux que l'on a évoqués tout au long de cette table ronde sont fondamentaux. Et puis 2035, si on regarde l'Europe, c'est le diesel ban. Alors, est-ce qu'il sera repoussé ou pas en 2026 dans les négociations européennes? Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a cet enjeu d'accélération de tout l'écosystème autour de cette mobilité électrique, de son pilotage intelligent, puisque demain, on ira prendre l'énergie dans votre batterie la nuit, tout en laissant assez s'il on doit partir à la maternité dans la nuit, etc. Mais donc voilà, c'est demain et véritablement, ce sera une transformation majeure. Merci. Benjamin, en une ou deux phrases. Oui, concernant le secteur de l'énergie, ça bouge énormément. On voit de plus en plus de projets d'énergie renouvelable sortir de terre avec des grosses entreprises qui prennent vraiment le sujet à cœur. Moi, le point important que je vois, c'est justement d'avoir du savoir-faire à ce niveau-là en France, de la production française, trouver des solutions à la fois de stockage et de distribution qui sont au plus décarbonées possible et de venir apporter des solutions de plus en plus innovantes pour décarboner au maximum ces énergies renouvelables. Précien. Alors, dans 10 ans, je pense qu'en termes sémantiques, le traitement va disparaître et on va plutôt partir sur de la valorisation ou du raffinage des ressources et des déchets. Disparition du mot déchet, finalement. Ouais. Grosso modo, raffinage, raffinerie, récupération au maximum, circularité, et on se rendra compte qu'on a peut-être fait quelques bêtises auparavant. Benoît. Oui, j'ajouterais un élément, c'est le prédictif. Donc, dans la gestion du réseau, on l'a vu, dans l'injection notamment des ENR, on a besoin de modèles de prévision de plus en plus précis. Mais c'est aussi vrai aussi dans la maintenance du réseau, parce que ce réseau, on le sollicite et on a besoin effectivement de faire du prédictif pour pouvoir anticiper les pannes potentielles et pas faire du temps réel comme on le fait aujourd'hui essentiellement. Donc, dans 10 ans, on aura beaucoup progressé là-dessus. C'est vrai qu'il y avait énormément de sujets dans cette table ronde. On aurait pu aborder effectivement un peu plus en profondeur la question de l'IA, même si on l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Merci à tous les 5 pour votre participation. Merci d'avoir écouté cette table ronde. Et puis on poursuit la matinée. Merci.